Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, un troisième volet des 2 podcasts précédents sur le sujet du combien de temps. Et ici, plus particulièrement, le combien d'années. Alors, je vais vous décevoir tout de suite. Je suis pas très sympa, je ne vais pas compter en nombre d'années parce que pour moi, cela ne veut rien dire. Ce qui compte, si on reste uniquement sur le paramètre temps, c'est le nombre d'heures passées réellement. Vous êtes d'accord que si vous avez touché votre instrument 1 heure chaque week-end pendant une année, par exemple, ça ne donnera pas le même résultat à la fin de cette année que si vous jouez 30 minutes par jour. Parce que 30 minutes par jour, ça revient à peu près à 3h30. Enfin, c'est pas à peu près, ça revient à 3h30 par semaine. Alors que si vous jouez 1 heure tous les week-ends, ça fait qu'1 heure. Donc, il y a quand même 2h30 de différence. Alors, c'est pour cela qu'il est erroné de compter en nombre d'années pour évaluer son niveau ou pour viser un niveau, par exemple, en combien de temps, en combien d'années je peux jouer tel ou tel morceau, en combien d'années je peux avoir tel ou tel niveau. Et puis quand on compte en niveau 5, niveau 6, compter en nombre d'années pour se dire j'ai le niveau 3 parce que ça fait 3 ans que je fais du piano, par exemple, c'est pas juste, parce que ça dépend tellement de ce que vous faites pendant ces années-là. Donc c'est beaucoup plus pertinent de compter en nombre d'heures. Il y a d'autres paramètres, on en parlera un peu plus tard. Mais en tout cas, pour ce qui est du combien d'années, c'est plutôt combien d'heures qu'il faut penser. Alors, pour illustrer un petit peu cette question, je vais citer un livre qui s'appelle, alors en anglais c'est The Story of Success, et donc l'histoire du succès. Et voilà, donc c'était publié en 2008, et c'est une non-fiction qui a été écrite par Malcolm Gladwell. Je vous mettrai les références dans la description. Donc le titre en français c'est Outliers, l'histoire du succès. Donc dans ce livre est présentée une étude qui m'intéresse tout particulièrement puisqu'elle est faite sur les musiciens. Donc voici cette étude. Donc en 1990, le psychologue Anders Ericsson et 2 collègues de l'Académie de musique de Berlin, donc c'est une académie très élitiste à Berlin, ont divisé les violonistes en 3 groupes. Donc le premier groupe, c'est les meilleurs élèves avec un potentiel de devenir des solistes internationaux, et des stars, des stars internationales. Ça, c'est le premier groupe. Ensuite, on a en deuxième groupe les bons élèves pouvant devenir des musiciens professionnels, donc des musiciens qui gagnent leur vie en jouant, ou alors des très très bons amateurs qui en font pas forcément leur profession, mais en tout cas qui ont le potentiel d'être musiciens dits professionnels, même s'ils gagnent pas forcément leur vie avec. Et troisième groupe, c'est ceux qui vivraient pas des concerts ou qui seraient pas en capacité de jouer des concerts, mais par contre qui se sentent vraiment attirés par le fait de devenir enseignants. D'ailleurs, le mot capacité n'est pas très juste, c'est plutôt ils n'ont pas forcément envie même de vivre cette vie de concert, mais ils sont plutôt attirés par le fait d'enseigner. Alors, donc les trois groupes, ils ont tous commencé à jouer environ au même âge, environ vers 5-6 ans. Bon, ça dépend des parcours, bien sûr, mais environ dans cet âge-là. Ils jouaient à peu près le même temps à cet âge-là, entre 2 et 3 heures par semaine. Donc, ce qui revient effectivement entre 20 minutes, une demi-heure, 20-25 minutes par jour. C'est en gros ce qu'on conseille d'ailleurs pour les petits. Parce qu'au-delà, c'est difficile à cet âge-là. Donc, à 8 ans, là, il commence à y avoir des différences dans cette étude entre les différents groupes. Alors, ceux qui voulaient qui avaient beaucoup d'ambition et qui voulaient finir en tête de classe, ont pratiqué de plus en plus au fil des années. Donc, c'est en général le premier groupe. Donc, ils sont allés jusqu'à 16 heures par semaine
Par exemple, quand ils avaient 14 ans, c'était environ dans 16 heures par semaine. Bien sûr, c'est des moyennes, tout ça, comprenez-le bien. C'est une étude sur plusieurs années, donc tout ça, c'est des moyennes. Et vers 20 ans, ils en sont à plus de 30 heures par semaine. Donc, je vous laisse faire le calcul par jour. À cet âge, donc, le groupe 1 aura accompli environ 10 000 heures de pratique du violon, parce que là, c'était sur des violonistes. Le groupe 2, 8 000 heures, et le groupe 3, 4 000 heures. Voilà, donc ça, c'est pour la première étude qui a été réalisée sur des violonistes. Donc on peut quand même penser qu'au niveau du pianiste, c'est pareil, mais justement, donc Erickson ensuite s'est intéressé à des pianistes. Donc là, il a comparé visiblement deux, d'après mes sources, il a comparé deux groupes de pianistes, donc des pianistes amateurs et des pianistes professionnels, et ils ont trouvé à peu près le même modèle. Donc les amateurs ne pratiquent en général pas plus de 3 heures par semaine pendant l'enfance, et vers l'âge de 20 ans, ils totalisent à peu près 2000 heures, 3000 heures de pratique dans ces environs-là. Alors que les professionnels ont augmenté progressivement leurs heures de travail jusqu'à totaliser à peu près 10 000 heures. Donc voilà, ce modèle de 10 000 heures, il a été repris aussi par le neurologue ou neurologiste. J'ai trouvé deux termes, donc je ne sais pas trop la différence entre les deux, ça je vous laisse éventuellement chercher. Bref, le monsieur en question s'appelle Daniel Levitin. Lui aussi, il a trouvé à peu près 10 000 heures de pratique sont nécessaires pour arriver au niveau master, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui maîtrise totalement un domaine, un sujet. Et là, c'est beaucoup plus large même. Ça peut être apprendre l'anglais, donc maîtriser une langue étrangère, faire un sport à un haut niveau, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc, visiblement, plusieurs chercheurs sont arrivés à peu près souvent sur le même nombre d'heures, c'est-à-dire 10 000 heures pour la maîtrise d'un sujet. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que finalement, 10 000 heures, essayez de le calculer sur 10 ans, vous divisez, je vous laisse faire le calcul parce que c'est intéressant de le faire soi-même. Voilà, 10 000 heures sur 10 ans, ça donne quoi ? 10 000 heures sur 15 ans, ça donne quoi ? Et là, du coup, on retrouve les années. Et alors, on veut pas tous devenir musicien professionnel. Moi, j'ai pas vraiment visé ça. L'enseignement m'intéressait plus que ça. Donc, on n'est pas tous obligés d'arriver à 10 000 heures pour faire quelque chose d'intéressant. On est bien d'accord. Mais ça vous donne une idée un petit peu de qu'est-ce qu'on, voilà, en fonction de quel niveau on vise, quel est le temps qu'on va devoir quand même y consacrer. Donc bien sûr, si on ne veut pas arriver à un niveau professionnel, 5000 heures, c'est déjà beaucoup. C'est déjà vraiment intéressant. Si on veut arriver à être un bon enseignant, ça va peut-être même être en dessous. Évidemment, de toute façon, sur toute une carrière, ça va être bien au-dessus. Mais pour arriver à un niveau où on peut se permettre d'enseigner, on va dire. Donc un niveau de maîtrise qui est quand même intéressant quand on enseigne, on est bien d'accord. Et puis après, quand on parle d'amateurs, juste pour se faire plaisir, etc., là pour le coup, on peut même descendre en dessous de 2000 heures, on peut aller jusqu'à 1000 heures, enfin voilà. Donc je vous donne vraiment l'extrême pour que vous puissiez vous-même après faire vos propres choix, mais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas viser un niveau exceptionnel et pour arriver à jouer des morceaux de très grand répertoire sans à ce moment-là vous dire qu'il va falloir viser 5000, 7000, 10 000 heures. Voilà. Alors 10 000 heures, c'est pour, si vous voulez vraiment en faire votre profession, je ne pense pas que ça soit votre cas parce que ce n'est pas en général le cas de mon audience, mais voilà, si c'est votre cas, en tout cas si vous avez de l'ambition, parce qu'on n'est pas obligé de monter sur scène, on peut aussi avoir envie d'avoir un excellent niveau de piano sans forcément en faire son métier et monter sur scène, voilà. Donc, et puis monter sur scène, c'est encore d'autres heures finalement, c'est encore un autre apprentissage. Combien d'heures on a passé sur scène ? On passe pas de son salon à la salle Pleyel à Paris directement. Il y a plein de phases intermédiaires où là, il va peut-être falloir redonner, peut-être pas 10 000 heures, mais en tout cas, pas loin de ça. Un
un pianiste dans ses débuts, un pianiste professionnel sur scène, dans ses premiers concerts, il sera forcément moins bon que celui qui a 30 ans d'années de concerts derrière lui, où là, il cumule un nombre d'heures sur scène absolument faramineux. Donc, voilà, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a quand même un facteur temps qui est extrêmement important, et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que à notre époque, on est énormément sur le tout facile et rapide. Apprendre, on voit beaucoup sur YouTube, apprendre le piano en 1 heure, apprendre le piano en 1 semaine. Bon, mais ça dépend ce qu'on vise. Bien sûr, si c'est juste jouer un petit morceau avec un tuto, un petit air comme ça, vite fait, oui, d'accord. Mais est-ce qu'on peut appeler ça apprendre le piano ? Ça, c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus, je veux dire. Alors, ça fait cliquer sur les vidéos, donc le but, on le connaît, c'est pour attirer l'audience. Mais il faut bien avoir conscience qu'il s'agit uniquement d'une manière d'attirer. Moi-même, quand je mets ce titre « Combien d'années faut-il travailler pour se faire plaisir ?», quelque part, je cherche à attirer. Parce que je sais que c'est la question que la plupart des gens se posent. Mais derrière, du coup, je casse la chose en disant « Non, c'est pas une question d'années ». Voyez. Donc, moi-même, juste de ces petits subterfuges pour vous faire cliquer. Mais voilà, en fait, en soi, c'est pas une question d'années. Donc on en revient aussi sur le mythe du don, du talent ou du musicien qui serait naturel. Ça touche aussi ce sujet-là et je vous renvoie à un autre podcast que j'ai fait sur ce sujet, des musiciens doués, je ne sais plus trop comment je l'ai appelé, mais bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai fait, donc je pense que vous trouverez facilement. Voilà, il n'y a pas de musicien naturel, de musicien doué comme ça qui arrive directement en sortant du berceau à jouer des morceaux de fou. Même les tout petits qu'on voit, qui viennent souvent de pays asiatiques, parce que là-bas il y a une grande culture de faire tout très tôt, on ne connaît pas leur vie vraiment. Et souvent les journalistes omettent des choses, ils font un peu vite, ils vont pas creuser vraiment la vie de ces enfants-là. On ne sait pas laquelle elle est. On ne sait pas s'ils sont épanouis ou pas, enfin bref. Ils ont l'air épanouis comme ça, mais le sont-ils vraiment ? Je n'en sais rien. Et là vraiment, je vous dis, je n'en sais rien. Peut-être que finalement, le fait d'être poussé comme ça, d'être ambitieux, d'être exigeant, ça les rend heureux. Je n'en sais strictement rien, à l'heure actuelle en tout cas. J'y suis pas allée, j'ai pas rencontré ces enfants. Voilà. Bon, moi, ce qui me fait un peu le doute, qui me donne un peu le doute, c'est que souvent, dans ces pays asiatiques où on pousse beaucoup les gens, il y a quand même un taux de suicide très important. Donc, je mets des réserves. Là, je vais faire une petite parenthèse dans ce podcast sur le temps et sur le combien pour s'arrêter un petit peu sur un autre paramètre qui est extrêmement important à prendre en compte. Il y a une grosse importance du comment. Comment vous travaillez pendant ce temps. Ça doit être impérativement associé au paramètre de l'attention. Quelle est la qualité de votre attention pendant ce temps ? Moi, je connais des gens qui me disent « Ouais, je travaille 2 heures par jour et je comprends pas, j'ai aucun résultat. » Et bien à ce moment-là, je leur demande « Est-ce que vous êtes attentif ?» Et moi, souvent, ces gens-là, quand ça a été des élèves à moi que j'ai suivis sur le long terme, je remarquais souvent que ces gens qui passaient beaucoup de temps, bon, ils avaient beaucoup de mérite de passer du temps et c'est difficile en tant qu'adulte de passer du temps, donc pour ça, je les en félicitais. Mais en revanche, souvent, c'était des personnes peut-être un peu rêveuses ou un peu à côté d'eux-mêmes, ou souvent, ils pensaient à autre chose en jouant. Et ils répétaient comme ça des phrases en pensant totalement à autre chose ou en étant en panique, en se disant oui, il faut que je donne ce temps-là, mais à côté, comment je vais faire parce que il me reste ça à faire, et puis j'ai les enfants à baigner, et puis ceci, cela, et puis bref, ils n'arrivaient pas à avoir une qualité d'attention pendant ce temps-là. Et donc, du coup, le temps qui passait, pour le coup, ne servait à rien. C'est pour ça qu'il faut que ça soit nuancé, cette réponse, voyez ? Bon, donc l'attention, là, donc cette petite parenthèse sur l'attention,
je voudrais juste la diviser en 3 points. L'attention, elle suppose quoi ? En premier, elle suppose de savoir toujours ce qu'on cherche et d'avoir un but précis. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en reparle tout le temps. C'est hyper important de travailler en cherchant un but précis. Je travaille ce petit morceau pour le rythme. Je travaille ce petit morceau pour le petit morceau un morceau de morceau, un petit passage d'un morceau, parce que ce doigté, parce que je cherche un doigté. Voilà, j'ai toujours une idée précise en tête quand je répète quelque chose. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, être en bonne santé physique, psychique et mentale pour avoir une bonne attention. C'est juste évident, mais c'est important de le rappeler. Et le troisième point, aimer ce qu'on fait, avoir la sensation régulière de progresser. Et en général, les deux vont ensemble. C'est pour ça que je mets tout dans le troisième point. On aime en général ce qu'on arrive à faire. Donc au début, on aime, on a envie, on est motivé. Et après, à force d'avoir de petits succès, des petits succès mesurables, etc., bon ça j'en ai parlé dans d'autres contenus, on a une sensation régulière de progression, donc on aime ce qu'on fait et c'est un cercle vertueux. D'accord ? Donc je récapitule, savoir toujours ce qu'on cherche, être en bonne santé, aimer ce qu'on fait et avoir une sensation de progrès. Donc ça, ces 3 choses, c'est pour avoir une bonne attention pendant votre temps de travail. D'accord ? Alors, donc je referme la parenthèse du comment et de l'attention, du paramètre de l'attention pendant ce temps. Donc je reviens au combien. Maintenant, on va prendre quelques exemples de gens assez connus. Je veux dire, par exemple, le summum pour les musiciens classiques, enfin en tout cas pour la croyance populaire globale, on va dire, du musicien talentueux, génial, doué, etc., souvent qui est mis en valeur, c'est Mozart. Les premières œuvres de Mozart, si vous les regardez, quand il a écrit ses premières œuvres, je crois à l'âge de 4 ans ou 3 ans, elles n'étaient pas bonnes. Je veux dire, faut arrêter. Mozart, c'est Mozart, on est d'accord, il a donné tout ce qu'il a donné, et on sait, voilà, son requiem à la fin, c'est absolument sublimissime, ça, on ne peut pas remettre ça en question. En revanche, ses premières œuvres à 4 ans, elles ne sont pas bonnes. Elles sont bien écrites, pour un enfant de 4 ans, c'est juste exceptionnel, on est d'accord, mais c'est pas bon, on n'écoute pas ça le soir pour se détendre, d'accord ? Sa première œuvre qui est vraiment considérée comme un chef-d'œuvre, c'est une sonate, la sonate numéro 9, Köchel 271, qu'il a composée à 21 ans. Donc après, on peut parler d'autres œuvres, etc. Mais en gros, à l'âge de 20 ans, ça y est, il commence à écrire des choses franchement exceptionnelles et hors cadre. D'accord ? Donc, en gros, il a composé depuis à peu près 10 ans, 15 ans. Puis bon, voilà, faut être sûr, faut vraiment lire les biographies de Mozart et voir à quel âge précisément, est-ce que ça n'a pas été en plus romancé, modifié, bref, il faut faire attention à ça. Voilà, donc en gros, dans une famille porteuse comme celle de Mozart, je rappelle que ses parents étaient musiciens, dans une famille porteuse, où il a composé pendant minimum 10 ans, voire 15 ans avant de faire des choses franchement exceptionnelles, des chefs-d'œuvre, mais à votre avis, combien ça fait d'heures ? Je veux dire, c'est énorme. Sa sœur était musicienne, son père était musicien, sa mère, je sais pas, j'ai pas lu sa biographie depuis longtemps, mais en tout cas, voilà, son père était professeur, il a dû entendre de la musique depuis le ventre de sa mère. Donc c'est évident que c'est extrêmement porteur. Il a dû voir des musiciens sous ses yeux en permanence. On sait que le fait de voir des gens pratiquer une activité active les mêmes zones du cerveau que si on pratique cette activité. Donc voilà, c'est évident que le cadre là a énormément joué et donc le nombre d'heures exposées et de pratique, d'exposer à la musique et de pratique de la musique a été forcément d'au moins 10 000 heures, voire bien plus. Parce que quand c'est toute la journée pendant 10 ans, pendant 20 ans, c'est juste énorme. Alors si on prend un autre cas, par exemple les Beatles, donc là c'est carrément un autre cadre, mais c'est quand même des musiciens, donc eux c'était quand même des bêtes de scène, et ils ont joué il faut quand même savoir qu'ils ont joué pendant 7 à 8 heures par nuit,
dans des bars de Hambourg pendant des années. Et donc, ils ont à peu près cumulé, toujours pour le même livre, hein, j'ai trouvé ça dans le même livre, sur le succès, ils ont cumulé à peu près 10 000 heures, eux aussi, avant de conquérir la terre entière, et donc le succès qu'ils ont eu après, d'accord ? Ils n'ont pas eu le succès pendant ces 10 000 heures. Ils ont d'abord fait 10 000 heures de scènes avant de faire les scènes comme on les connaît, comme on les a vues filmer, etc. Donc les Beatles, c'est pareil. Et après, ils n'étaient pas forcément d'ailleurs des musiciens extraordinaires. Hein. Vraiment, les gens qui se sont penchés sur les Beatles, on peut dire qu'ils étaient des bons musiciens de scène et ils ont fait une très belle carrière. Mais faire carrière ne veut pas forcément dire qu'on est des très bons musiciens techniquement à la base. On peut être des très bons musiciens dans le sens où on fait partager des choses et des émotions, oui. Mais techniquement, les Beatles, c'était pas forcément des personnes extraordinaires. Voilà, il y a des musiciens qui étaient plus forts techniquement que les Beatles. Tout ça, c'est fin, vous voyez. Il faut pas s'arrêter à des grands principes comme ça. Boum, on a besoin de se pencher sur la vie de ces gens, de les écouter, de les comparer à d'autres personnes pour comprendre vraiment ce qu'il y a dessous. Donc le talent existe, hein. Je vais quand même revenir là-dessus, le talent existe, on ne peut pas le nier, mais c'est certainement beaucoup plus subtil qu'on le pense au premier abord. Et en tout cas, énormément lié aux conditions externes, à l'environnement, et qui permettent un développement sur du long terme, hein, donc avec ce fameux facteur temps. Donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, je pense que vous pouvez tirer vraiment bien parti des biographies, mais des biographies longues, c'est-à-dire des livres. Pas des articles biographiques qui ont été en général transformés par les auteurs parce qu'ils n'ont pas forcément plongé dans les sources, ils ne sont pas allés creuser vraiment tous les paramètres. Hein, donc les articles biographiques rapides, vous pouvez les lire, mais en gardant dans votre tête, attention, c'est du rapide, donc peut-être qu'il manque des éléments. Alors que les biographies longues, les livres ou les petits livres, sont beaucoup plus intéressants. Les interviews aussi, il faut s'en méfier parce que c'est souvent orienté par les questions du journaliste qui fait l'interview. Hein. Et ces questions sont en général des questions que le journaliste estime que son audience s'intéresse. Je m'en mêle un peu les pinceaux là dans ce que je dis, mais voyez ce que je veux dire. Le journaliste qui va faire une interview, il se dit quelles sont les questions que se pose la plupart du temps mon audience, et il va les poser. Donc il va orienter ces questions vers quelque chose d'un peu extraordinaire pour faire de l'audience. C'est normal, c'est complètement normal pour une personne qui fait du contenu de s'intéresser d'abord aux intérêts de son audience. Et souvent, les éléments sont coupés au montage. Donc même si la personne qui répond, c'est bien la personne interviewée et donc la personne intéressée, le personnage qui a eu du succès, il faut savoir que c'est orienté par les questions et ça a été coupé au montage. Donc, il y a vraiment des éléments qui ne sont pas là. Il faut vraiment, absolument, impérativement et définitivement se méfier des réussites dites faciles et fulgurantes. Souvent on dit telle personne est arrivée en 2 ans à faire ça, par exemple. Ça m'est arrivé d'entendre ça pour des pianistes. Sauf qu'on ne connaît absolument pas ce qui s'est passé avant. Et avant, peut-être que c'était pas le piano, peut-être que c'était un autre instrument, peut-être que, je sais pas, il peut y avoir tellement d'éléments qui font que finalement la personne ne part pas vraiment de zéro. Elle part pas de zéro en 2 ans et elle monte sur scène au bout de 2 ans et elle joue de manière magnifique sans qu'il y ait d'abord, avant ces 2 ans, eu un terreau, quelque chose qui a permis que ça aille vite et que ça lui a permis d'aller plus vite, de prendre des raccourcis, voyez ? Alors, ces histoires, ça peut donner de la motivation, donc ça peut être positif, ces histoires-là, de facile, fulgurant, etc. Mais le revers de la médaille, après la motivation, c'est face à la difficulté. Hein. Au début, quand on est motivé, on fonce dans le tas, etc. Mais dès qu'arrive la difficulté, on fait comment ?
Parce que là, du coup, on se traite de tous les noms, on se traite d'incapable, etc. Oui, il y est arrivé lui en 2 ans, et puis pourquoi pas moi, etc. Ben oui, mais sauf que on n'a pas les vraies données. Donc on se prend pour des incapables, nous, à côté, mais on n'a pas les données. D'accord ? Donc c'est le problème, c'est qu'on est tellement friands, moi-même, hein, vraiment, on est tous friands d'histoires extraordinaires qu'on voit au cinéma, qu'on lit dans les romans, etc. Et enfin voilà, de manière générale, on adore les histoires. Et pour les rendre plus attractives, les auteurs mettent sous silence certains aspects, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément une volonté de cacher des choses. C'est juste que pour rendre leur histoire attractive et pour vous garder même dans la lecture, hein, c'est pas forcément pour vendre, c'est pour que vous alliez au bout, que vous soyez satisfait de la lecture de ces histoires. Eh bien, voilà, il y a des choses qui finalement ne nous intéressent pas forcément, et donc ça va pas être mis dedans. Et alors, que dire maintenant même de la personne elle-même ? Si une personne à succès raconte elle-même son histoire, c'est-à-dire va elle-même raconter sa propre vie dans une biographie longue, même dans un livre, alors bien sûr, c'est là où ça va être le plus proche, certainement, de la réalité, mais pas forcément non plus enfin, là aussi, il peut y avoir des biais. Premièrement, il peut y avoir des biais parce que cette personne à succès a souvent été amenée à raconter beaucoup de fois son histoire. Et donc, à force de raconter une histoire, on la modifie et on finit soi-même par y croire. Les psychologues souvent se sont rendus compte que la mémoire se modifie au fur et à mesure. Et on peut se méfier de notre propre mémoire parfois, parce qu'à force, ça finit par changer. Et notamment si on se met à raconter plein de fois la même chose. En fonction de comment c'est reçu par les personnes en face, par le public, on va se mettre à appuyer un peu plus sur tel ou tel aspect et à mettre sous silence l'autre aspect qui visiblement n'intéresse pas du tout le public. Voyez ? Et petit à petit, on finit par oublier soi-même certains éléments de notre propre vie. Donc même la personne qui a écrit sa propre histoire, elle va modifier son histoire, sans faire exprès même. Ne pas oublier aussi l'influence de l'éditeur, qui parfois oriente son auteur en disant ça, si vous voulez bien, on va le laisser de côté. Et si la personne, elle n'a pas un petit peu de niaque derrière et qu'elle n'a pas suffisamment on va dire de poids, peut-être par rapport à sa notoriété, elle va pas être en capacité de dire non, moi je veux garder ça. Donc voilà, si c'est une personne qui n'a pas édité elle-même son livre, il y a l'éditeur qui est passé par là et qui a certainement mis sa petite touche. Hein. Voilà, donc moi je vous encourage vraiment à lire des biographies longues et écrites par l'auteur, ça c'est une première chose, ou en collaboration avec lui, parce que parfois les auteurs n'ont pas, enfin les personnes à succès n'ont pas forcément le bagou ou l'écriture facile, donc ils demandent à des personnes d'écrire à leur place, et donc ils travaillent en général à ce moment-là en collaboration. Mais il faut s'assurer que vraiment c'était une vraie collaboration, et que la personne a relu tout le livre, et a mis vraiment sa patte personnelle, et qu'il a eu suffisamment de caractère pour éventuellement reformuler les choses. Et là, dans ces cas-là, on découvre des circonstances. On découvre souvent des hasards, des choses qui sont arrivées, du temps passé beaucoup et de l'attention. Beaucoup d'attention apportée à ce qu'ils ont fait. Hein. Donc voilà, circonstances, donc l'environnement, le temps et l'attention. Alors, pour nous, ça fait quoi concrètement maintenant, si on revient à nous, pianistes qui essayons de pratiquer tous les jours ? Donc, ça nous dit quoi ? Ça nous dit finalement 3 axes sur lesquels on peut jouer. C'est jouer sur notre propre environnement en premier, parce que l'environnement est extrêmement important. Je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui parce qu'il s'agit du facteur temps pour ce podcast, mais juste voilà, l'environnement est extrêmement important quand on pratique. Par exemple, l'emplacement du piano, la qualité de l'instrument, l'aménagement d'emploi du temps, le calme, votre santé, ça c'est l'environnement. C'est ce qui environne votre pratique.
c'est un facteur essentiel, absolument essentiel. En deuxième, vous avez le facteur temps, donc là c'est ce qui nous intéresse pour ce podcast, se dégager du temps, prendre le temps, être patient, se dire que ça va prendre peut-être plusieurs années, mais qu'on va apprécier. C'est pas pour autant qu'on va pas prendre du plaisir pendant ce temps-là. Et on va pas prendre du plaisir au bout de ces années-là, d'accord ? On va apprécier chaque étape, chaque moment. Donc se dégager du temps, le deuxième point. Et troisième point, stimuler son attention pour être de plus en plus présent à ce qu'on travaille, à ce qu'on fait. Donc par exemple, varier sa pratique, s'intéresser à la construction de la musique, travailler son oreille, s'intéresser justement aux musiciens, qu'est-ce qui les a aidés, etc. Stimuler l'attention en apportant beaucoup de variété. Moi j'insiste de plus en plus sur la variété pour être attentif et être dans le plaisir. Donc, modifier son environnement, premier point. Deuxième point, se dégager du temps. Et troisième point, être attentif, donc trouver le moyen de la stimuler, son attention. Et donc maintenant, à la question, combien d'années faut-il pour se faire plaisir ? Ben là, ça dépend vraiment de votre... qu'est-ce que vous appelez se faire plaisir ? Est-ce que c'est d'atteindre un certain niveau ? Est-ce que c'est vous faire plaisir tous les jours en pratiquant ? Voilà. Il n'y a pas besoin du tout de temps pour se faire plaisir. On va dire, c'est sûr que les premiers mois, quand on travaille régulièrement, les premiers mois sont un peu rudes parce que la musique est quand même très basique. Mais après, assez vite, franchement, si on avance pas à pas, qu'on a l'impression de progresser, le plaisir est là dès les premiers mois. Voilà, au bout de 3 mois, 4 mois, le plaisir est là. Donc si c'est uniquement vous faire plaisir, c'est pas une question de temps, c'est une question de ce que vous faites, comment vous le faites, dans quelle heure vous le faites. Le plaisir est là dès les premiers mois. En revanche, si c'est pour vous faire plaisir pour jouer un certain type de morceau, là effectivement il y a une question de niveau qui est évidente. Parce qu'en fonction des difficultés, forcément le plaisir sera pas là si vous êtes complètement au-dessus de vos capacités. Donc là, ça va dépendre de tous les paramètres dont je vous ai fixés avant. Mais c'est vrai que 500 heures, 2000 heures, 1000 heures peuvent tout à fait arriver à vous faire plaisir. Mais vous voyez, c'est trop vague cette histoire de se faire plaisir. Ça dépend tellement de la personne. Donc c'est à vous de fixer le curseur où vous voulez pour ce qui est du niveau. Et le plaisir, en revanche, si vous n'en avez pas actuellement, ça c'est un problème. Ça, il faut vraiment que vous changiez votre façon de travailler. Et là, c'est plus une question de temps, c'est une question de qu'est-ce que vous faites pendant votre travail. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon tour d'horizon par rapport à cette question du combien de temps. Il y a eu beaucoup de choses, donc vous pouvez le réécouter régulièrement pour vous imprégner un petit peu de tout ça. Si vous m'écoutez pour la première fois et qu'apprendre à pratiquer quotidiennement votre piano avec plaisir et exigence, si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté de plus de 10 000 contacts maintenant, 10 000 contacts privés, qui reçoivent régulièrement mes conseils, mes astuces, mes idées, ma philosophie dans leur boîte mail régulièrement. Plus en plus de retours magnifiques de personnes qui sont très enthousiastes vis-à-vis de ces emails. Donc je suis ravie, je les remercie d'ailleurs de m'envoyer ces emails de soutien. Et je suis surtout très très contente de me rendre compte que mon travail les aide au quotidien. Et ça les aide à avancer, à pas abandonner, et à se faire plaisir. Et voilà, pour nous rejoindre et recevoir des cadeaux de bienvenue par la même occasion, vous pouvez cliquer donc sur le lien qui se trouve dans la description et vous pouvez renseigner vos coordonnées. Vous recevrez ça demain, après-demain, après-après-demain, en fonction de mon inspiration. Ça peut aller comme de tous les jours à une fois par semaine, en fonction de si je suis en vacances, ou alors si je suis très motivée. Voilà, ça dépend des moments. Mais en général, c'est tous les 2 jours, 3 jours. Voilà, donc à très bientôt donc dans les emails. Au revoir.